Hello tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du Cocorico Challenge. Ça y est, c'est terminé. Les 3 mois se sont passés à une vitesse dingue. J'ai fini de faire toutes les statistiques concernant ce challenge que j'ai trop aimé. J'ai vraiment adoré ce challenge, j'ai trouvé ça super. Et vraiment très agréable de ne lire que des auteurs et autrices francophones. Donc, il y avait 4 catégories. Sur les 4 catégories, et ben en fait, mais ça je m'en doutais un peu, je n'en ai complété en totalité qu'une seule, qui était la catégorie Woke Academia, que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas réussi à tout lire, mais j'avais été assez ambitieuse dans le nombre de livres que j'avais mis dans ma palle du challenge. C'était clairement trop, et de toute façon je savais que je n'allais pas tout lire. Mais je suis quand même assez contente parce qu'on est sur un 61% de livres lus. Donc franchement, c'est pas trop mal. Sur les genres littéraires, je pensais que j'aurais lu plus de science-fiction et au final non. J'ai surtout lu de la fantasy. C'est comme ça. Mais après, j'adore la fantasy, hein, y a pas de souci. Mais j'adore la science-fiction aussi. Et en fait, je m'étais un peu chauffée en me disant, je vais essayer de lire plus de science-fiction. Et en fait, non. Au niveau des sous-genres, donc j'avais plusieurs sous-genres. Le plus représenté dans ce challenge, c'est la fantasy junior. Sur ces 2 catégories, fantasy junior et fantasy urbaine, j'ai 5 livres. Et tous les autres livres se dispatchent dans différentes catégories. Au niveau des auteurs et autrices, c'est assez net. J'ai lu plus de femmes que d'hommes. 11 femmes pour 7 livres écrits par des hommes. Et on va tout de suite commencer à faire le débrief catégorie par catégorie du challenge. Et on commence par la première catégorie. Dans la catégorie Dark Academia, moi j'avais mis 4 livres, je n'en ai lu que 2. Que 2, c'est déjà bien, mais j'ai pas complété cette catégorie. J'ai lu les récits du Demi-Loup, le tome 1. Attendez, je vais poser. Le tome 1 des récits du Demi-Loup. Donc le tome 1 s'intitule Véridienne, écrit par Chloé Chevalier et publié au Mouton électrique. Alors déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il était extrêmement agréable à lire en termes de confort de lecture, donc je recommande. Pour ça, c'est vrai que les moutons électriques, en général, c'est bien parce que c'est très agréable à lire. Et c'est écrit assez large. Donc du coup, voilà, c'est pas mal. Ça se lit vite au final, même si c'est une fantaisie assez complexe. On va suivre des princesses et leurs suivantes. Donc dans ce monde-là, quand une princesse ou un prince naît, le père, donc le souverain, doit se mettre à la recherche d'un enfant né le jour d'après. Et cet enfant devra être son suivant ou sa suivante pour le restant de ses jours. Il va suivre la même éducation, donc c'est des enfants qui vont avoir une éducation princière, de façon à ce que dans l'ordre de succession, si jamais il y a une catastrophe et que par exemple, j'en sais rien, moi, le 14e cousin, il est mort, il n'y a plus personne dans la lignée, et ben c'est le suivant ou la suivante qui pourra monter sur le trône. Le récit, pour moi, il y a eu 2 temps. J'ai bien aimé ce tome 1. Alors, la première partie, la première moitié, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire que ces princesses allaient finir par me sortir par les trous de nez. Honnêtement, il y en a certaines, elles sont vraiment chiantes. Et c'est vraiment... Bon, on parle de leur vie quotidienne. C'est des princesses qui vivent quand même très en vase clos, qui sont tout le temps ensemble. Donc il y a vraiment cet amour, mais il peut y avoir aussi cette haine qui va se développer. Donc, ok, sur la psychologie des personnages, j'ai trouvé ça vraiment très bien mené parce que, bon voilà, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Les gens sont pas tout blancs, tout noirs. Il y a parfois des facettes chez les uns ou chez les autres qui nous plaisent pas plus que ça. Et c'est bien le cas pour les personnages des récits du Demi-Loup. La deuxième partie, pour moi, m'a beaucoup plu. Ça m'a plus mis dans le récit parce que ça y est, dans la deuxième partie, on a vraiment les différents enjeux qui se dessinent et ça annonce du lourd pour la suite. Donc voilà, donc du coup, le tome 1 des récits du Demi-Loup était un franc succès pour moi. C'est très bien écrit. L'autrice, on sent qu'elle maîtrise son sujet, elle maîtrise son histoire, elle maîtrise ses personnages.
Les lieux aussi, les lieux sont très bien pensés, très bien décrits. On s'imbibe vraiment voilà, de cette atmosphère et il y aura des enjeux qui vont être extrêmement intéressants dans les tomes suivants, je pense. Donc il me tarde, c'est en 4 tomes, donc c'est une saga assez longue, mais bon, comme c'est quand même écrit assez gros, il y a combien de pages? En fait, il n'y a pas tant de pages parce que comme c'est écrit gros, il y a 420 pages. Donc ça se lit assez vite, je recommande fortement. Et en plus, ça soutiendra les moutons électriques puisque j'ai vu sur la chaîne de Lucie Alu et apparemment, ils ont des petits problèmes en ce moment. Donc n'hésitez pas à commander ça chez vos libraires, ça les soutiendra fortement. On continue ensuite dans la catégorie Dark Academia. Le deuxième livre que j'ai lu dans cette catégorie, c'est le tome 1 de Pallas de Marine Carteron. Le tome 1 s'appelle Dans le ventre de Troie. Il va mettre en place l'origine des événements qui va ensuite mener à la guerre de Troie. Et ça a été une excellente lecture. C'est publié chez Le Rouergue. Donc pareil que pour les moutons électriques, chez Le Rouergue, c'est extrêmement agréable à lire, c'est toujours très aéré. On a toujours un confort de lecture qui est très très appréciable. Pallas, de quoi ça va parler? On va suivre les agissements d'Athéna et d'une autre partie, enfin d'un certain nombre de déesses, dieux, demi-dieux, demi-déesses, nymphes et compagnie. Donc les agissements de ce groupe-là pour essayer de foutre en l'air la punition de Zeus sur Pallas. Pallas qui se retrouve enfermé en fait dans une espèce de statuette qui se retrouve coincée à Troie et Athéna veut délivrer Pallas de cette punition divine qu'elle estime totalement injuste et honnêtement effectivement Zeus est quand même un sale personnage. Tous les dieux et déesses qui sont décrits dans cet ouvrage sont quand même très détestables pour la plupart. Donc voilà, tous les personnages sont ultra bien posés par l'autrice. C'est extrêmement bien écrit, l'écriture est très ciselée. J'en avais déjà parlé, je crois, dans le bilan précédent, mais c'est vraiment une écriture qui prend... Les pages s'enchaînent. Honnêtement, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Je me rappelle plus, mais je crois en 2 jours. Donc ça se lit extrêmement vite et c'est une réécriture de mythes qui est franchement ultra bien menée. Je recommande. Même si les thèmes abordés sont pas forcément très faciles, il y a des moments où on se dit waouh, c'est quand même assez chaud. Elle le fait avec beaucoup de subtilité et beaucoup de force et d'engagement sans pour autant que ça soit choquant à lire. Pallas, ça a été un coup de cœur pour moi. Il me tarde de lire le tome 2 et d'ailleurs j'espère pouvoir le lire d'ici la fin de l'année. Voilà, donc du coup Pallas. On enchaîne ensuite avec le deuxième menu qui était Light Academia. Donc dans ce menu-là, je n'ai lu qu'un livre sur les 3 que je m'étais noté. Il s'agit d'un livre de Audrey Alouette que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà vu passer. Donc c'est Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti, publié chez Gallimard Jeunesse. Et coup de cœur, vraiment coup de cœur pour cette série. C'est une série jeunesse, vraiment pour ados. Je crois que c'est un roman ado. Alors je sais plus exactement quelle est la catégorie d'âge. Mais bon, écoutez, c'est pas marqué, mais c'est un roman ado qui est absolument génial. Le personnage principal de Charlie est solaire, comme on les aime. C'est vraiment une série doudou, c'est cosy. Le monde magique qui est dépeint dans cette saga est juste génial. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais pu ressentir quand j'avais lu Harry Potter à l'époque. Alors, Harry Potter avait un côté vraiment bien plus sombre. Celui-ci est beaucoup plus doux, beaucoup plus solaire, good vibes, chill. Encore une fois, ça se lit très très vite. Et c'est pas mal, je trouve, d'avoir des lectures comme ça dans un challenge, parce que quand on a des livres qu'on a traînés pendant plusieurs jours, enfin quand je dis traîner, c'est pas péjoratif, mais qu'on a mis plusieurs jours à lire, j'aime bien moi enchaîner avec un livre qui va se lire méga vite. Et comme ça, j'ai la sensation d'avancer. Et en une journée ou une journée et demie, je me remets la tête à zéro et je suis prête à repartir dans un nouveau pavé. Donc voilà, Magic Charlie, c'est vraiment génial.
On va suivre un jeune garçon, un jeune ado qui va se découvrir des pouvoirs magiques et une ascendance magique. Et bien évidemment, il va y avoir toute une histoire avec des enjeux autour de sa grand-mère. Il va y avoir un antagoniste assez badass dont il va falloir se débarrasser. Et derrière cet antagoniste, il va y avoir toute une espèce de complot et de mainmise des autorités du monde magique que Charlie et ses amis vont essayer de faire tomber, quoi, si on peut dire. Et ils vont essayer de s'en sortir, eux, à leur petit niveau, dans leur vie qui part un petit peu en sucette, notamment à la fin du premier tome. Donc voilà, Magic Charlie, vraiment excellent. La catégorie suivante qui était Woke Academia, celle-ci je l'ai complétée, donc c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Donc je l'ai complétée avec 4 livres qui ont été 4 belles lectures. On commence tout de suite par La ville sans vent, le tome 1 de Éléonore de Villepoix. Donc là je l'ai au livre de poche. Je crois qu'il était sorti chez Hachette Roman, mais je suis pas sûre, en grand format. Alors honnêtement, ce livre de poche là, il est hyper agréable à lire, les pages sont toutes douces, enfin voilà, vraiment ils ont fait un truc vraiment hyper agréable à lire. Et La ville sans vent a été pas loin du coup de cœur, honnêtement j'ai hésité, j'ai mis un 4 étoiles, mais j'étais vraiment pas loin du coup de cœur. Et je vais attendre de voir le tome 2 pour voir ce que je décide de mettre en notation sur la totalité de la saga. On va suivre 2 personnages principaux. Un jeune adulte de 19 ans qui s'appelle Lastianax, qui est un jeune mage qui va se retrouver du jour au lendemain propulsé à la tête d'un ministère. Et on va suivre une jeune fille qui a plutôt dans les 13 ans. Elle va arriver dans la ville où vit Lastianax. Et elle arrive là-bas un petit peu poussée par un certain nombre d'événements assez traumatisants qui se sont produits dans sa vie avant. Donc ces événements, on va progressivement au fil de l'histoire les connaître. Et elle est aussi à la recherche de son père. Elle débarque dans cette ville qui est une ville sous cloche, dans un monde ultra froid. Et cette ville hyperborée a l'air absolument incroyable. En termes de world building, j'ai trouvé ça excellent, c'est très très bien pensé. On est vraiment sur une ville, je vous laisserai découvrir, mais il y a plein de trucs trop bien entre différents niveaux. Ça a l'air incroyable. C'est un truc que j'avais vraiment des images cinématographiques dans ma tête quand je lisais ce livre et je trouvais ça trop cool. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est assez simple. Lastianax, dès le début du livre, son mentor décède. Donc lui devient ministre à sa place. Il se doute bien qu'il y a un truc un petit peu pas net dans la mort de son mentor. Il va se mettre à enquêter discrètement d'abord. 2 protagonistes, Arca et Lastianax, vont finir par se rencontrer et leurs quêtes à eux deux vont finir par se cumuler. La relation entre ces 2 personnages, elle est très jolie, notamment sur la fin. On est vraiment sur une relation fraternelle qui était très joliment construite, joliment menée. Donc je recommande la saga de La ville sans vent. C'était vraiment super. J'ai enchaîné ensuite avec Le Paris des merveilles de Pierre Pével, publié chez Brajlon en version poche. Donc là, c'est le tome 1, Les enchantements d'Ambremer. J'ai trouvé ça super cool. C'est une lecture chill. Je pense que c'est pas la lecture de l'année, clairement pas, mais pour autant, je pense que c'est une saga que je vais vraiment bien aimer. On est un petit peu sur des enquêtes dans un Paris un peu merveilleux, il y a de la magie, il y a des créatures magiques un petit peu partout. Il va se passer un truc, il va falloir résoudre l'enquête, il y a des éléments un petit peu mystérieux qui vont s'étirer, je pense, sur plusieurs tomes, et ça va être cool. Les personnages principaux sont assez sympas. On s'attache vite à eux sans que ça soit pour autant des personnages qui vont avoir une pesanteur aussi forte que, par exemple, un Thibaut dans Le Royaume de Pierre d'Angle ou ce genre de choses. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé cette saga. Je vais suivre les autres tomes. C'était vraiment très chouette. Et c'est pareil, j'avais lu ça assez rapidement. Donc en tome un petit peu de transition, je trouve ça pas mal. Et j'aime bien le côté steampunk. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît dans la fantasy. Donc voilà, très très cool, très chouette. 3e livre du menu Woke Academia, c'est Le Chant des Cavalières de Jeanne-Marième Corrèze, publié au Mouton électrique. Donc
Comme pour Véridienne, hyper agréable à lire, très bonne qualité de lecture. J'aime beaucoup, voilà, de toute façon, Les moutons électriques, super. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai peut-être mis un petit peu de temps à m'attacher à la personnage principale de Sophie, jusqu'à un point où d'un coup il y a eu un petit moment de bascule dans le récit et où là j'étais vraiment embarquée avec elle et où voilà, émotionnellement je m'étais enfin rattachée à ce qu'elle vivait et c'était excellent. On va suivre un monde, un royaume plutôt. Donc un royaume qui est sous le joug d'une paix, une paix qui a été conclue 30 ans avant, si je me rappelle bien, mais une paix qui est plutôt difficile à faire passer pour certains groupes, une paix qu'il est beaucoup plus facile d'apprécier pour d'autres groupes. Et il va y avoir tout un jeu d'équilibre entre différentes puissances qui vont tout au long du livre avancer leurs pions sur un échiquier jusqu'à ce qu'on arrive à une décision, à un retournement de situation qui va entraîner un certain nombre d'événements dramatiques et qui vont se terminer plutôt salement, hein, on va pas se mentir. Et à travers ces événements-là, à travers ces jeux de pouvoir, on va suivre du coup le trajet d'une jeune fille, Sophie Pendragon, si je me rappelle bien, qui est une jeune novice dans un monastère de cavalières et qui va se faire construire un destin par le biais des agissements d'un certain nombre d'autres femmes puissantes jusqu'à ce qu'elle-même puisse enfin le prendre en main et s'affranchir justement de ces tutelles-là. Donc on va suivre vraiment l'évolution de Sophie. Sophie, elle n'est pas bien grande quand le récit commence. Elle doit avoir genre 10 ans ou quelque chose comme ça. Elle doit avoir 10 ans dans ces eaux-là. Elle grandit un petit peu au fil du récit, puisqu'il y a des moments où on va avoir vraiment un saut dans le temps au niveau du récit. Mais globalement, c'est vraiment une toute jeune fille qui se retrouve un petit peu jetée dans un destin qui est plus grand qu'elle, mais qu'elle va quand même embrasser et qui va se révéler particulièrement grandiose. Le jeu des intrigues a été très très bien décrit. Jusqu'à la fin, moi je voyais pas exactement le dénouement en tout cas, je le devinais pas du tout. C'était vraiment très très bien. Et j'ai hâte de lire. Il y a un autre tome qui fait partie du même univers. J'en sais pas grand chose de plus. Je sais que du coup je vais l'acheter puisque Les moutons électriques rencontrent quelques problèmes. Donc je vais aller le commander à ma librairie. Et je crois que c'est très bien. Et je recommande fortement. Il y a plein de sujets très intéressants. La partie sur les dragons, parce que du coup c'est des cavalières de dragons. La partie sur les dragons, les moments où il y a les dragons, pour moi j'aurais bien aimé en savoir un tout petit peu plus. Voilà, elle a abordé des choses, elle a mis en place des éléments que j'aimerais bien voir développer dans le deuxième roman. J'espère, je vous dirai ce qu'il en est du coup. Alors, le dernier livre de la catégorie Woke Academia, c'est un livre de Francis Carsac, publié aux éditions de l'Arbre Vengeur, pour Patrie l'Espace. Bon, déjà, ça parle d'espace, donc moi j'adore la science-fiction, donc j'avais flashé dessus, et je m'étais dit, oula, bon, ça devrait me plaire. Et en fait, j'avais adoré la couverture. Je la trouve très très jolie. C'est une illustration de Romain Bernard, que je trouve très très jolie. Voilà, j'ai flashé dessus. Les éditions de l'Arbre Vengeur, c'est pareil, c'est une maison d'édition. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur leur site internet. Moi, j'avais passé une grosse commande chez eux parce que je trouve ça toujours cool de soutenir les maisons d'édition. Si vous pouvez passer directement commande sur leur site internet, c'est toujours mieux pour eux. Et c'est une petite maison d'édition qui fait des trucs super cool dans différents styles, genres littéraires. Ici, c'est de la science-fiction, c'est un space opéra qui va suivre un jeune homme. Alors, il faut savoir quand même, je précise, c'est un classique de la science-fiction française. Ça a été écrit dans les années... ça a été écrit en 1962. Donc, il faut quand même recontextualiser le truc. C'est-à-dire que des fois, dans le roman, le héros principal va balancer des trucs où on va se dire « Attends, mec... » notamment sur sa vision des femmes.
Mais c'est quelques petites phrases par-ci par-là, c'est vraiment pas... Enfin, moi, ça m'a pas gêné du tout, c'est pas pesant ou quoi que ce soit. Mais on sent quand même que, voilà, c'est un livre qui a été écrit il y a pas mal de temps, il y a 50 ans. Et il y a vraiment des aspects féministes quand même sur le côté émancipation. Le fait d'être une femme et de décider ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut de notre corps, on fait ce qu'on veut de notre esprit. L'homme n'a rien à dire là-dessus, la société non plus. Donc cet élément-là est déjà présent dans ce livre. Et le héros se retrouve confronté à quelque chose en fait où il se dit qu'est-ce qui se passe, puisque on va suivre un jeune homme qui était militaire au sein de l'Empire terrien, donc sur Terre. Dans les années, genre ça se passe dans très longtemps, je sais plus, mais genre dans 1000 ans ou un truc comme ça, bref. Il y a un empire assez dictatorial qui s'est installé, le peuple est complètement mis sous tutelle, c'est une cata. Il y a des violences partout et au moment où l'histoire débute, il y a une espèce de rébellion et en gros les forces de l'Empire, les forces de l'empereur sont en train de se faire dégommer. Donc on va suivre ce jeune militaire qui était parti avec un vaisseau pour transmettre un ordre quelconque à une partie de la flotte qui se trouve près d'une autre planète. Sauf que ça a merdé, son vaisseau a été saboté, il se retrouve à errer dans l'espace et à se dire bon bah voilà, je vais mourir. Donc il dérive, les heures passent et voilà, il est enfin en paix avec lui-même quand tout à coup, en gros, il est secouru. Mais il est secouru pas par des compatriotes à lui, pas par des gens de la rébellion, non, il est secouru par une espèce d'énorme cité-vaisseau. Ça, c'est un petit peu le pitch de base. Lui, il va se retrouver sur ce monde-là, il va devoir évoluer, il va devoir s'adapter. Donc là, on va vraiment parler de la difficulté d'adaptation d'une personne qui se sent trop différente des autres et qui ne sait pas s'il va réussir, à tel point qu'il y a des moments où voilà, on craint pour lui et on se dit bah ça va être chaud pour lui quoi. Il y a vraiment cette vision d'une cité utopiste, d'une manière de construire une société en autarcie sur un vaisseau. Donc il y a plusieurs notions, il y a l'ostracisme, il y a l'émancipation, l'adaptation, le rejet. Il y a énormément de thèmes qui vont prendre part au récit. Il y a aussi une question d'amour, mais des amours doubles, des amours flous. C'est très bien écrit. Moi, j'ai été très emportée par ce récit que j'ai lu très très vite parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a derrière tout ça, donc au-delà de l'histoire de cet homme qui doit réapprendre à vivre en fait au sein d'une société. Lui, c'est une espèce de barbare en fait à côté d'eux. À côté de ça, il y a une menace qui pèse sur ces vaisseaux spatiaux gigantesques et qui à terme pourrait aussi menacer toutes les autres planètes peuplées d'êtres humains. C'était vraiment super cool. Pour la dernière catégorie qui était Green Academia, j'avais mis 7 livres, ce qui est complètement idiot parce que bien évidemment j'ai pas lu les 7, mais j'en ai quand même lu pas mal puisque j'en ai lu 4. Je vais commencer par vous parler du livre de Ina Ciel, le tome 2 d'Emblème. Donc les secrets d'Archeronde qui sont publiés chez Mnemos dans la collection Naos. C'était super cool. Alors franchement, au début, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah ouais, ça part là-dedans ». Et je me suis dit « Bon bah ok, allons-y ». Et sur ce tome 2, on va énormément s'intéresser au devenir de Cécilie. Ereb reste un peu en arrière-plan, mais un arrière-plan très présent qui imprègne toutes les décisions de Cécilie. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. Je vais pas trop vous en dire parce que du coup, bon, si vous n'avez pas lu le tome 1, ça serait un peu dommage que je vous donne des choses sur le tome 2. Mais c'était vraiment excellent. Lisez le tome 1 si vous l'avez pas lu parce que vraiment cette duologie Emblème était géniale. Ina Ciel, j'adore sa façon d'écrire. Elle a un don pour la psychologie des personnages. Les péripéties, les aventures de ce tome sont vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Il se passe plein de choses. Ouais, la qualité de lecture est très bien. Le papier, là je pense que vous le verrez pas, mais le papier est légèrement texturé, il a ce côté un peu ivoire.
il sent très bon. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de qualité. La couverture est magnifique, comme celle du tome 1 qui était très belle aussi. Donc vraiment, je vous recommande de lire Emblème. Pour moi, c'est vraiment une saga coup de cœur de l'année 2024. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de le lire. Et de lire également Pascal Quivigé, puisqu'il faut que vous lisiez Le Royaume de Pierre d'Angle, c'est trop bien. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'ils ont sorti Le Royaume de Pierre d'Angle en poche, donc du coup je pense que ça a ramené un petit peu aussi l'attention dessus. Si vous l'avez lu et que vous avez autant aimé que moi, vous aimerez forcément la dernière saison de Selim, puisqu'on retrouve ce côté, cette plume si particulière de Pascal Quivigé, qui a vraiment ce petit côté un petit peu sarcastique, sardonique, très acéré, et poétique aussi en même temps, et très drôle, et les personnages sont super cool. Et je suis trop heureuse d'avoir retrouvé deux personnages du Royaume de Pierre d'Angle que j'avais beaucoup aimé et que j'aime aussi beaucoup là-dedans. Ah, je sais pas si je l'ai dit, c'est publié chez le Rouergue dans leur collection épique. Et en gros, ça va être une histoire de fantaisie orientale cette fois-ci. Donc on est toujours dans l'univers du Royaume de Pierre d'Angle, mais ailleurs sur la planète. Et on va suivre des enjeux qui sont liés vraiment à ce royaume de Selim. Moi j'ai trop aimé. Alors, j'ai un tout petit peu moins aimé que Le Royaume de Pierre d'Angle, mais parce que je pense que Le Royaume de Pierre d'Angle, voilà, vous-même vous savez si vous l'avez lu, c'est trop bien. On va suivre d'abord un jeune homme à qui il va arriver tout un tas de choses. Certains indices vont l'amener à comprendre qu'il se passe des choses plus grandes que lui, qu'il est peut-être au centre de quelque chose qui le dépasse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les deux personnages de Pierre d'Angle arrivent. Ils n'arrivent pas tout de suite dans le récit. Bref, quand ils sont arrivés, ça y est, bim, ça décolle et c'est trop bien et ça n'arrête plus. Et il y a eu franchement certains retournements de situation qui m'ont vachement surprise. Je recommande, c'était top. J'ai ensuite lu, toujours dans Green Academia, le premier tome de Alma, Le vent se lève de Timothée de Fontbelle et qui est paru chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis super longtemps et que j'arrivais jamais à me motiver à sortir. Et quel dommage, parce que qu'est-ce que c'est bien! Et je trouve que dans Alma, il atteint une espèce de sommet dans l'engagement, dans la poésie, dans l'impact émotionnel pour le lecteur. C'est un livre qui est pas facile, c'est un livre qui est destiné quand même à des jeunes, hein. C'est un roman ado. Ah oui, puis c'est très joli parce que vous voyez, il y a des petites illustrations comme ça à plusieurs moments du récit. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On va parler d'esclavagisme, on va parler de la traite, de la séparation familiale, de la perte, du deuil, de tout un tas de sujets qui sont pas franchement folichons. Qu'est-ce qui le mène bien et qu'est-ce que c'est bien écrit et c'est extrêmement poétique. On va suivre principalement deux personnages, Alma et Joseph. Alma est une des dernières représentantes de son peuple, le peuple des Oko, si je me rappelle bien. Un peuple qui a été décimé par la traite négrière parce que ce peuple possédait un truc en plus par rapport aux autres peuples d'Afrique et que les membres de ce peuple étaient arrachés à prix d'or par les marchands d'esclaves et au point de disparaître en fait. Donc on est vraiment sur l'extinction complète d'un peuple, un génocide. Et on va suivre Alma qui fait partie des tout derniers Oko. Et Alma est partie à la recherche de son frère. Et à partir du moment où son frère disparaît, sa famille éclate. Et on va suivre en fait le devenir de cette famille à travers cette traite négrière à l'échelle de la planète. C'est bouleversant. On va suivre également un jeune garçon, Joseph Mars, qui se retrouve embringué dans l'histoire. Alors l'histoire d'Alma m'a beaucoup plus touchée puisque fatalement c'est quand même son histoire qui est la plus difficile. L'histoire de Joseph est très intrigante, il y a beaucoup de mystères qui se cachent dans son histoire à lui. Elle est triste aussi, mais voilà, différemment. Mais le destin de ces deux personnages, et je pense que ça sera une de mes sagas favorites en jeunesse de tous les temps.
Vraiment, je recommande la plume de Timothée de Fontbelle et elle est superbe. Franchement, elle est superbe. Je l'avais écouté en conférence. Il était venu à un moment donné dans la librairie de ma ville. C'est une personnalité hyper intéressante qui a beaucoup de choses à dire. Et ce thème du déracinement, de l'éclatement familial, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ses livres. Mais je trouve que là, dans celui-ci, il est allé vraiment loin, mais dans la beauté du truc. Donc voilà, Alma, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, parce que c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer pour Alma et sa famille et savoir comment va continuer tous ces mystères autour de Joseph. Voilà, donc Alma, je conseille. Et enfin, on termine avec la semeuse de vent de Mélodie Joseph. Donc ici, je l'ai chez Folio Fantasy. C'est pas la meilleure lecture du Cocorico Challenge. Bon, après honnêtement, il y a eu des excellentes lectures avec vraiment des plumes de qualité, de très très bonne qualité. Ici, on est sur un chouette roman de fantasy, mais ça va pas me rester en tête des années, on va dire. Après, je lirai le tome 2 avec beaucoup de plaisir parce que quand même, je reste un petit peu sur ma faim, sur la fin du tome 1. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après. On est sur un monde assez sympa où, c'est un peu comme La Passe Miroir ou plusieurs autres livres de fantasy parce que c'est un thème un petit peu revu et revu, mais qui est toujours sympa, je trouve. Donc, des espèces de fragments de terre qui flottent dans le ciel au milieu des nuages. Et ça va se passer sur différents endroits. Il y a une espèce d'endroit, une sorte de sous-monde un peu toxique et en fait on va suivre une jeune enfant complètement déracinée qui ne sait pas qui elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas pourquoi elle arrive à survivre dans les brumes toxiques du monde d'en bas. Elle se retrouve amenée à se retrouver sur un des archipels flottants dans une espèce d'orphelinat monastère où tous les orphelins se retrouvent placés et à partir de là les choses vont s'enchaîner. En tout cas je le recommande, c'est une fantaisie qui est très chouette, pas prise de tête, qui se lit vite et voilà, ça me laissera pas un souvenir impérissable mais voilà, c'est très très sympa à lire. Donc, on est sur la fin de ce Cocorico Challenge que j'ai trouvé super cool. Et honnêtement, je suis trop contente. C'est mon premier challenge littéraire, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je suis plutôt satisfaite du nombre de livres lus. Alors après, honnêtement, je pense que pour les prochains challenges, il faut pas que je fasse la même erreur, c'est-à-dire de mettre des fois 2 livres dans une catégorie, ou alors il faudrait vraiment que ça soit des livres qui peuvent se lire ultra rapidement, genre en une journée, comme un Magic Charlie ou typiquement les romans ados, c'est vrai qu'en une journée ou une journée et demie, ça peut être lu. Pourquoi pas, mais voilà, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça parce que j'ai tendance à trop en mettre et après, fatalement, j'arrive pas à les lire, ce qui est normal. Et de toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, mais c'est toujours sympa quand on arrive à si un jour on finit complètement la pile à lire d'un challenge, je pense que ça doit être assez sympa à faire. Donc voilà, super challenge. Merci à Lucie et Pénélope de l'avoir organisé cette année. Et j'ai très hâte de le refaire l'année prochaine. Et mine de rien, un truc aussi, je sais pas si vous ça l'a fait, si vous l'avez fait ce challenge pour certains d'entre vous, c'est que avant moi, je sais pas vous, mais moi je prêtais pas du tout attention à si l'auteur ou l'autrice était française ou pas. Je m'en tapais en fait, moi je regardais le livre, le pitch du livre, et si ça me plaisait, je prenais, et en fait, je me posais pas la question. C'est vrai que là, ce challenge m'a fait prendre conscience que, en fait, on a vraiment des livres super cool en francophone, et que ça peut être sympa aussi de soutenir ça, étant donné que, y a moins de public francophone que de public anglophone, et que c'est cool aussi de soutenir les auteurs français dans leur métier en fait. Et voilà, donc du coup, très très chouette. Et bon, bilan Cocorico Challenge fait. Il me reste à tourner la vidéo du bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, donc si je peux, je vais le tourner maintenant en suivant parce que aujourd'hui, après une semaine assez compliquée avec le petit qui était malade, on a eu des nuits horribles. Comme je télétravaille, en fait, je me suis dit, on est vendredi après-midi,
je prends mon vendredi après. Voilà, donc du coup, je pense que je vais enchaîner. Je vais vous tourner la vidéo bilan du pumpkin. Donc j'aurai le même pull et la même tête fatiguée. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le pumpkin. Bisous!